Guten Tag, der Frankreich-Blog ist wieder im Atelier in Vitry-sur-Seine bei Mojgan Moslery und Michel Sicard. Bonjour Michel. Bonjour Rainer. Aujourd'hui nous parlons des objets, des vidéos et des photographies. Parlons d'abord des objets. Un objet ne porte en soi aucunement le but de son usage. Nous sommes libres de lui assigner un autre but que celui que son créateur avait imaginé. C'est cela que vous voulez dire si vous parlez d'une réinterprétation. Vous écrivez sur votre site « Une nouvelle chance, leur choix ». Effectivement, il y avait déjà des objets dans ce que je faisais, notamment dans les livres d'artistes. Il y avait des livres-objets, il y avait des livres dans des contenants comme des valises par exemple, ou des boîtes. Et je trouvais que l'objet, on lui avait fait un mauvais sort. Parce qu'un objet, au fond, est quelque chose de beaucoup plus important que ce qu'on croit. D'habitude, les gens pensent qu'un objet est dans l'indépendance de l'homme, c'est quelque chose qui est un instrument pour servir à un simple ustensile. Voilà, un simple ustensile dans un but très précis. En réalité, dès qu'on crée des objets, je pense qu'ils s'évadent. Et par exemple, les boîtes aussi, ils livrent quelque chose à l'intérieur, un ustensile de cuisine, mais en même temps, ils ne cessent pas d'exister. Tout ce qui est carton d'emballage, etc., ça fait des objets très, très intéressants. Et donc, on a commencé à avoir une réflexion autour de l'objet. Alors, évidemment, on n'a pas gardé uniquement les valises, comme on a fait un petit livre d'artiste qui est dans une sorte de mallette pour le maquillage, mais on est allé bien au-delà et on a réfléchi pour savoir comment on pouvait libérer les objets de leurs contraintes. Car je me suis aperçu qu'en fait, dès qu'un objet est formé ou se forme, il se trouve un petit peu comme un petit organisme. Alors, ce n'est pas les mêmes lois que celles du vivant, mais quand même, c'est-à-dire que les pièces d'un objet finissent par être bien ensemble et ne demandent qu'à perdurer. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des pendules qui s'arrêtent, qu'on croit qu'elles sont cassées, puis tout d'un coup elles redémarrent parce qu'elles en ont marre d'être au repos et elles se remettent à marquer le temps. Et donc, voilà, on a pensé que derrière les objets, il y avait beaucoup plus de choses qu'on ne croyait. Et donc, on a voulu les utiliser dans nos œuvres ou en face des œuvres. Ils posent un peu des énigmes du temps, de la fonctionnalité, puis remettent en question peut-être les codes dans lesquels nous vivons. C'est pourquoi on a utilisé beaucoup d'objets. Alors je crois qu'on a fait un peu une archéologie des objets, parce que si on réfléchit sur la question de l'objet, il y a des objets qui viennent du fond des âges, par exemple une coupe pour boire ou un verre, c'est très très ancien, ou un couteau. Et puis il y a des objets ensuite qui sont des objets de civilisation, qui sont un peu plus tardifs, par exemple une table et une chaise. Voilà, c'est quelque chose qui est très très fort, qui est la base du mobilier dans lequel nous habitons. Mais en même temps, bon, c'est quelque chose qui traverse tous les âges. C'est-à-dire qu'il y a des tables quasiment préhistoriques et il y a des tables actuelles refaites par des designers, etc. Donc là-bas, on voit par exemple une table dont il ne reste que les pieds, sans qu'elle soit enfouie dans le sol. Et donc, cependant, rien que par les 4 pieds, on réimagine la table. C'est une œuvre un peu conceptuelle en quelque sorte. C'est-à-dire que simplement le fait de marquer 4 pieds en l'air, ça évoque évidemment une table qui aurait été lancée un peu comme une météorite dans le sol et qui se serait enfoncée dans la terre. Avec une nouvelle fonction, n'est-ce pas? Et donc, à partir de ce moment-là, elles sont délivrées de leur fonction ordinaire, ces pièces-là, et elles nous interrogent sur toutes sortes de choses, et notamment
le fait que, par exemple, il y ait des objets qui sont des objets réceptacles qui accueillent du vide pour justement permettre à l'intérieur d'autres choses. Alors par exemple, évidemment, les verres, les théières. Voilà. On a une théière là-bas qui s'est cassée, mais elle ne s'est pas cassée en 1000 morceaux, donc il y a un pan simplement qui a été enlevé et on peut voir commencer à l'intérieur comme jamais. Et alors on voit très bien comment le thé peut nager là-dedans, c'est-à-dire qu'on découvre tout d'un coup des micro-mondes par l'intermédiaire des objets, ou tout au moins ça nous permet de les imaginer, enfin, parce que le thé n'est pas vraiment là. Mais on dit, tiens, ben voilà, quand du thé arrive dans une théière, au fond c'est comme ça, il est dans une espèce d'alvéole un peu capitonné, et donc c'est un univers à part. Alors les objets sont innombrables, et ils ne sont pas qu'humains d'ailleurs, parce qu'on croit que c'est fabriqué par les hommes, mais il y a des animaux qui fabriquent des objets. Par exemple, les oiseaux font des nids. C'est un objet extrêmement sophistiqué, le nid. Dans plusieurs Pas du tout humain. matériaux, c'est pas du tout humain, c'est fait avec de la boue pour les hirondelles, ou bien avec des petites branches tressées. Avec une architecture parfaite. Il y a une architecture qui se transmet de génération en génération. Au point que ça a servi d'ailleurs de modèle pour certains artistes. Il y a un artiste qui s'appelle Nils Soudo et il travaille sur le nid. Et donc il se fait photographier comme ça dans des nids parfois un peu gigantesques, mais qui montrent voilà, ce que c'est qu'un nid et ce que c'est que ce type d'habitation. Les castors ont une toute autre façon de construire leurs objets. Ils font des barrages, ils font des maisons flottantes, comme ça un peu. Et donc c'est très intéressant de voir cet ensemble d'objets. Et puis aussi ces objets qui ne réfractent plus simplement l'humain, ne sont pas des miroirs. C'est-à-dire que j'ai voulu aller un peu au-delà de la pensée de Baudrillard, qui était déjà un événement lorsqu'il nous dit que les objets nous regardent et qu'on constitue en fait un peu le miroir de notre conscience. Il nous interroge, les objets. Eh bien, je pense que les objets vivent leur vie et parfois indépendamment de nous. Et donc, c'est un dialogue qui s'installe avec des altérités différentes. C'est exactement ce que je voudrais savoir. Ces nouveaux objets se révèlent être des petites machines aussi. Le regardeur pourrait découvrir une sorte de vie propre de ces objets, n'est-ce pas? C'est-à-dire que de la même façon que quelqu'un, par exemple, dans une pièce chez lui, satellise un environnement, de la même façon, un objet peut créer aussi une satellisation autour de lui. Par exemple, une table à laquelle il manque des pieds, évidemment, elle fonctionne par rapport à une paroi avec une chaise qui est suspendue, et donc on a l'impression qu'elle provoque un certain type d'événements, de courbettes, etc. Donc il y a des postures, les objets créent des postures et ils créent une espèce de signalétique, mais qui est tout à fait différente du langage humain. Donc c'est une exploration. Tu sais que j'ai été un peu le spécialiste des problèmes du langage. J'ai toujours interrogé le langage, le signe, etc. Eh bien, les objets créent un vocabulaire très différent et à quoi on n'échappe pas. Enfin, on est toujours très très sensible devant ces objets parce que ils nous donnent une certaine capacité autre de fabriquer des signes. Ils sont eux-mêmes des signes et ils dialoguent entre eux comme des signes de langage. Et donc c'est très, très intéressant. Alors on voit très bien comment d'ailleurs, ils forment parfois un système, c'est-à-dire par exemple une tasse, une assiette, cuillère, fourchette, etc. Ça peut faire un ensemble, mais ça c'est encore trop centré autour de l'homme. Mais lorsqu'on disperse des objets dans nos toiles, par exemple du vêtement, des petits rouleaux de carton, etc.,
à ce moment-là, on a quelque chose qui est tout à fait différent et on a un ensemble d'objets un peu hétéroclites. Donc l'aspect hétéroclite et chaotique est absolument essentiel dans la façon dont nous réorganisons les objets. C'est-à-dire on veut qu'ils perdent un peu du symbolisme pour avoir une autre dimension. Il y a encore un autre aspect qui m'intéresse, ce sont ces objets qui créent un nouvel espace autour d'eux. Oui, bien justement, donc ils se mettent à engendrer une sorte de spatialité propre, c'est-à-dire qu'ils ont un certain rayonnement, c'est-à-dire que si on introduit là par exemple un vêtement ou un petit morceau de papier ou un bout de grillage à l'intérieur d'une toile, alors à ce moment-là, on a quelque chose qui est totalement différent et une espèce d'ambiance. Alors on a utilisé beaucoup des matériaux comme ça, des fils de fer, des grillages, mais aussi des matériaux naturels par exemple. Il y a énormément de feuilles de palmier comme ça séchées, de feuilles séchées, et donc ça fait un certain type d'objet. Et puis alors les objets ils peuvent davantage se travestir en quelque sorte, ou tout au moins un peu les travestir par exemple. Si là-bas on met autour d'un foulard comme ça un morceau de bolduc, etc., ça devient une sorte de jabot, cravate, en fait, etc. Donc voilà, ils entrent dans une espèce de fête, de féerie, et le côté carnavalesque de ces œuvres peut surgir, c'est-à-dire que bon, ils se mettent à devenir tout à fait autres et puis à exprimer j'allais dire des sentiments, mais bon, c'est quelque chose de cet ordre qui sont tout à fait inédits, c'est-à-dire que dans la façon dont un objet, par exemple, qui n'est plus dans l'état fonctionnel, se défait, oui. Voilà, et là une espèce d'alanguissement un peu étrange et qui sort des rituels, et donc voilà, on a quelque chose qui nous arrache au protocole presque compassionnel que constitue la litanie des objets lorsqu'ils fonctionnent dans la vraie vie. J'ai remarqué que quelques-uns de ces objets sont troués. C'est un dessin car il s'agit de montrer leurs intérieurs vides, comme j'ai appris sur votre site. Alors la notion de vide pour nous a beaucoup d'importance et évidemment permet aussi de noter que l'objet est défonctionnalisé. Par exemple, une chaise qui n'a pas de tressage pour s'asseoir, évidemment, elle prend tout d'un coup un caractère très étrange, c'est-à-dire que le regard peut passer au travers, le corps peut devenir un peu spectral, c'est-à-dire ça n'accueille pas un corps bien épais, ça n'est pas fait pour s'asseoir, mais c'est au contraire fait pour évoquer une assise et voir qu'est-ce qui se passe si on change les lois de l'assise, justement. Si on met une assise de chaise un peu de travers, si on met une table non pas à plat, mais penchée, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai qu'on obéit trop à des protocoles de vie qui sont organisés, c'est-à-dire que par exemple un plancher, c'est toujours horizontal, mais pourquoi on ne mettrait pas un plancher un petit peu pentu? Je me souviens d'avoir vu des maisons en Normandie, en terre battue, où le plancher, enfin il n'y avait pas de plancher, mais la terre suivait la pente de la maison. Et donc on avait une pièce qui était en pente. Donc, oui. Alors on pourrait concevoir comme ça des cloisons qui ne soient pas rectilignes, donc casser un petit peu les protocoles architecturaux conventionnels. Et je crois que les objets, dans la façon dont on les utilise, nous donnent un nouveau monde qui est délivré des lois du rectiligne, de l'horizontalité, de la verticalité. À partir de quel moment une chaise dont le siège est troué devient-il un objet d'art? Justement, dans la mesure où il ne sert plus et qu'on veut le récupérer, on l'expose,
il est une interrogation artistique, il devient un objet d'art. Si on supprime des pieds ou si on en rajoute ou si on peint les pieds autrement, parce qu'en général les pieds sont faits pour être de la même couleur ou de la même forme, alors on fait une espèce d'infraction à l'intérieur du système des objets. On change sa réalité. Et on le transforme et donc l'objet se met en route vers un imaginaire, voire même quelque chose de totalement délirant. Et, alors c'est cette espèce de folie dans les objets qui nous intéresse au fond. Ils sont beaucoup plus fous que les gens. Et alors il est difficile d'enfermer les objets parce que les fous, on les enferme. Bon, Foucault a beaucoup écrit sur l'enfermement à partir du XVIIe siècle. Mais par exemple, un collectionneur peut ramasser toutes sortes d'objets étranges. Il y a de plus en plus de collections d'objets étranges qui se mettent en route, alors parfois très belles, qui ont un sens fermé ou d'autres pas. J'ai vu une collection de hochets, par exemple, qui a été donnée à la Bibliotheca Witockiana où j'ai exposé à Bruxelles. Et voilà, le hochet est un instrument aussi très, très intéressant qui sert pour les enfants à jouer. Mais si on les collectionne, alors voilà, ça devient un petit peu fou d'avoir toutes sortes de hochets différents. Sans parler de la collection, mais même dans les brocantes, le caractère au contraire hétéroclite des objets destinés à faire éventuellement des collections crée une espèce de désordre et de folie. Et voilà, on trouve comme ça des artistes qui mettent des objets dans tous les sens, dans des lieux, sur les murs, au sol, etc. Et qui créent une sorte de dynamique. Alors avec parfois des moments de réconciliation, par exemple. Je me rappelle cette exposition au musée des abattoirs à Toulouse de Joël Hubaut. Il avait demandé aux gens d'envoyer des objets roses. Voilà. Alors ça pouvait être une bassine, une poupée, etc. Et il les a tous mis ensemble. Et donc ça a donné une collection qui était réunie par le coloris, mais les objets n'avaient rien à voir les uns aux autres. Alors ça, c'est dès qu'on essaie de penser des ensembles comme ça d'objets, on peut arriver à des choses tout à fait merveilleuses et folles. Par contre, nous, on n'a pas tellement travaillé sur cet aspect à part notre table de travail qui est assez chaotique. On essaie plutôt d'interroger un nombre assez restreint d'objets, de les faire jouer pour tirer une sorte d'interrogation voilà, assez simple autour de l'objet. Et on procède à un travail de récupération de l'objet et en même temps, bon, les objets sont assez sélectionnés. Alors, il y a un ensemble qui tourne moitié autour de l'objet, moitié autour du livre d'artiste. C'est ce qu'on a fait avec des livres de poussière, c'est-à-dire qu'on a récupéré la poussière dans les sèche-linges et on ouvre ce qui reste et ça crée une sorte de livret à chaque fois. Et donc on a là quelque chose qui n'est pas tout à fait de l'ordre de l'objet, mais à mi-chemin entre la matière, l'évocation de la destruction d'un monde et donc des objets, en l'occurrence des vêtements, et puis la recomposition de quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut faire de nouveaux objets avec des objets anciens. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai interrogé très souvent dans mes cours, parce que pendant notamment les cours de DEA à une certaine époque, je faisais quelque chose sur les matériologies, et un des pans de ces matériologies, c'était le déchet. Et donc, voilà, le déchet peut être soit un déchet total, voire même toxique, soit un déchet récupérable. Alors, donc on a longuement réfléchi sur toutes ces situations d'objets et on travaille avec des objets, on découpe des photos, on réunit des petites billes
avec du vernis sur des plastiques. Enfin, on récupère des bâches. Il y a tout un travail de récupération de l'objet qui témoigne aussi un certain journal de bord, quelque chose s'est passé dont cet objet témoigne. Cet objet a été marqué, et puis tout d'un coup, on interroge l'instant dans lequel il a été saisi dans telle ou telle posture, à tel ou tel moment de sa vie, et donc c'est une interrogation sur l'histoire et sur l'impossibilité de faire une histoire. Au fond, ni histoire historique, ni histoire narrative. Les objets sont un grand défi à l'humain parce qu'ils n'imposent pas de processus d'historisation, d'historialisation, même pourrait-on dire. Ils sont neutres. Voilà. Tu as déjà parlé de Baudrillard. Vous rappelez sur votre site une idée de Jean Baudrillard, je cite, « L'objet désigne une sorte de miroir de l'humain. Il nous réfracte, il nous regarde. Cela concerne beaucoup plus d'objets qu'on ne le pense. Chaque fois qu'un objet ne fonctionne pas, nous sommes pris par une sorte d'angoisse de perdre la maîtrise sur lui. Et c'est surtout vrai pour le monde, aussi vrai pour le monde numérique, mais aussi pour un simple stylo, dont le changement de cartouche nous laisse derrière avec des mains une chemise entachée par l'encre noire. » Alors, effectivement, ces objets dans la conception récente, ils sont miroirs de l'humain et donc ils nous interrogent nous-mêmes. Mais ça n'est pas trop dans ce sens qu'on est allé, c'est-à-dire que on travaille sur l'objet au fond pour lui faire produire quelque chose qui soit une espèce de liberté inhérente à lui-même et une sorte de création artistique qui serait inhérente à cet objet. Lorsqu'on le creuse, par exemple, lorsqu'on découpe un vêtement, évidemment, il ne peut plus protéger, donc ça n'est pas à proprement parler de la récupération, mais c'est au contraire un travail qui va souligner ses formes et aussi la façon dont on pourrait passer au travers, dont on pourrait le faire adjoindre à autre chose et à des espaces qui soient différents de l'espace du corps. Parce que dans des œuvres comme ces Kazakhs là, qui sont entaillés et collés sur une toile, c'est la question du paysage qui revient dans l'objet et qui se met à pointer à l'endroit où on ne l'attendrait pas. Donc voilà, il y a une espèce de déplacement, là encore, des frontières de l'objet. L'objet nous permet de déplacer toutes les frontières des codes vestimentaires et de la fonctionnalité de l'objet qui quand même va assez loin. C'est-à-dire que même ce que dit Baudrillard de l'objet miroir, donc l'objet désignerait à ce moment-là une sorte de panorama de l'esprit humain dont il serait une sorte de satellite. Et nous, au contraire, on essaie de déplacer considérablement l'objet, de le transformer, de le pervertir, de telle sorte qu'il déplace en même temps les relations au monde et l'organisation du monde courant. Donc l'objet change de statut. Vous dites sur le site, il se libère de l'humain, il se retire, l'objet se rappelle de sa matière première. C'est une sorte d'exil choisi. Effectivement, bon, il y a d'abord cette question de l'origine de l'objet qui peut être assez intéressant parce que justement dans l'objet moderne, la question de l'origine disparaît un peu. C'est-à-dire que par exemple dans une table, dans les matériaux contemporains, on ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement, si c'est de la résine, du coriandre, si c'est un verre trafiqué.
etc. Donc, voilà, dans la perspective moderniste et même postmoderniste, la matière de l'objet est en quelque sorte oubliée. Chez nous, au contraire, je pense que dans le phénomène de creusement ou d'objets cassés, il y a une espèce de nostalgie d'une matière originelle, par exemple de la céramique ou du bois, qu'on va voir apparaître d'une façon ou d'une autre. On va voir la fibre, on va voir la façon dont l'objet est cassé, qui représente une sorte de coupe. Et à ce moment-là, on est dans une interrogation profonde aussi sur qu'est-ce qu'un matériau et qu'est-ce qu'une adéquation entre un projet ou conceptuel ou plastique et un matériau. Est-ce qu'il y a une espèce de naturalité des matériaux et qu'est-ce que peut-être la matière des origines nous permet de garder. Alors, toute cette interrogation est évidemment une interrogation difficile. Par exemple, lorsque un vêtement est enduit de vernis, recouvert de peinture, etc., comment garde-t-il encore la trace du matériau tissé? Eh bien, évidemment, dans une espèce de grain, donc voilà, on révèle parfois des notions très peu étudiées aujourd'hui, mais qui m'intéressent depuis Roland Barthes. C'est la notion, par exemple, de grain, qui n'est pas tout à fait non plus la notion du matériau, mais le grain, c'est une sorte de passage sur la chose pour nous en faire sentir le caractère inégal, voire un peu rocailleux. Et donc, à travers le grain, il y a une sorte d'écoute du matériau originel. Et c'est vrai que la question de la musique est en même temps une question très importante dans notre travail. C'est-à-dire que on a une façon de traiter la surface qui relève aussi à la fois du toucher de l'œil et aussi du bruit, du son. C'est comme si on voulait capter la rumeur des choses. Alors dans les objets, je crois que par rapport à la toile, il y a une amplification, c'est-à-dire que l'objet offre à la fois un grain différent, plus accusé, et en même temps, comme ces objets ont des intérieurs, très souvent une caisse de résonance, parce que ce grain côtoie le vide. Et donc, voilà, il y a une sorte de résonance. Alors, je crois que l'idée de résonance chez nous est très très forte. C'est quelque chose, voilà, qui commence une vibration, et cette vibration doit s'étendre au plus loin avant que ne surgisse un autre événement. Donc c'est pour ça que très souvent nos objets ne sont pas en foule, mais ils sont espacés. Voilà, parce que on veut entendre ce grain qui est en même temps le parcours de l'œil et puis l'écoute de l'oreille sur les surfaces lorsque on entre en contact avec elles, comme par une sorte d'effet Larsen. Si on se met dans comme ça, dans une infraction tout à fait tangentielle à l'objet, alors il se produit un sifflement qui témoigne de quelque chose. Oui. Parmi les objets que vous observez, il y a aussi des objets classiques. Et en quoi ont-ils un design, comme vous le dites sur votre site, un design invisible? Ils ont un design invisible parce que dans la mesure où on les creuse, où on les casse, on les travaille d'une telle façon qu'ils ne sont pas
les objets d'origine, ils acquièrent une autre forme. Une table, par exemple, qui serait percée, c'est quelque chose qui, évidemment, ne peut pas exister dans la fonctionnalité. Donc, le caractère du percement est évidemment un caractère tout à fait fondamental, c'est-à-dire ça désigne une autre forme qui en principe s'enchâsse dans la forme initiale mais n'en suit pas exactement les contours. Et donc dans cette espèce de décalage, il y a un nouveau design. La façon de percer, de creuser, d'évider ou de couper des photos. On a beaucoup coupé des photos qui au départ bien sûr étaient des rectangles. Ça donne un design tout à fait différent à l'image, hein, parce que si on ne respecte pas l'espèce de carré magique que constitue la photographie, alors la question du leurre de l'image, c'est-à-dire de la croyance que l'on met dans l'image, s'effondre en partie. Le côté iconique disparaît un peu. Donc en coupant ou en suivant les traces d'un contour à l'intérieur d'une photographie, nous créons une nouvelle façon de faire fonctionner les écrans et on perturbe la fonction iconique des objets et des images. Pour préciser cette idée, on pourrait dire que l'adjonction d'un objet avec un autre révèle de nouveaux objets, mais aussi de nouveaux usages. Effectivement, on peut jouer, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est davantage de l'ordre du jeu que de l'ordre de ce qu'on attendrait par exemple d'une table, d'une chaise ou d'une bille. Une bille collée qui ne roule plus, évidemment, fait penser à des galaxies. Elle prend beaucoup plus d'imaginaire que si elle était dans un fonctionnement normal. Donc voilà, il y a quelque chose qui est une libération de l'imaginaire là, qui nous paraît très, très importante. Cette nouvelle donne est beaucoup plus qu'un rapport ludique, je crois. La réunion du conceptuel et du symbolique vous conduit vers une autre compréhension des objets. C'est peut-être la clé pour comprendre cette idée? Oui, c'est-à-dire que le symbolique, évidemment, ne suffit plus. C'était souvent la nature de l'objet, par exemple, dans le surréalisme. Donc ils aimaient beaucoup isoler un objet comme je sais pas, une orange qui était photographiée de près, qui alors devenait le symbole d'une planète, etc. Alors il est évident que on ne peut pas se contenter d'une interprétation symbolique de l'objet. Le symbolisme vaut pour les rêves, mais à l'intérieur du travail plastique, on va peut-être au-delà du rêve et donc on essaie de travailler aussi sur le concept. Alors, c'est ce que fait le designer. Hein. Lorsqu'il crée une chaise, par exemple, il est évident que ça se rapproche, ça prend sa source dans l'art conceptuel aussi, c'est-à-dire que c'est la définition de la chaise, au fond, qui fait les limites du nouvel objet. Mais lorsqu'on perturbe la fonctionnalité de la chaise, alors évidemment il y a quelque chose qui peut sembler beaucoup plus étrange et le concept lui-même ne vaut plus, ou tout au moins il est obligé de s'élargir. Donc, ce n'est pas l'assise qui caractérise la chaise, mais peut-être que la chaise est une façon de désigner un passage du corps entre le plus grand et le plus petit, et donc de créer des espèces de soubassement ou d'effondrement dans des intérieurs qui sont en même temps des gouffres pour la pensée. C'est-à-dire qu'une chaise creusée est évidemment une chute à travers
peut-être l'âge du corps et toutes sortes d'autres concepts que l'on peut mettre à l'intérieur et qui vont fomenter un nouveau type de société qui serait peut-être délivrée de la bureaucratie, où la chaise également joue un très grand rôle, délivrée aussi des intellectuels, délivrée de l'apprentissage, puisque la chaise est un des instruments à l'école tout à fait capital. Et donc, on serait là dans un univers qui n'est pas essentiellement constitué par de la négation, c'est-à-dire qu'on n'enlèverait pas une à une toutes les possibilités de la chaise, mais on trouverait une autre fonction et ça pourrait être aussi une sorte de tunnel et de labyrinthe, une sorte de temple dans lequel on pourrait faire communiquer le haut et le bas. On pourrait imaginer aussi des chaises ouvertes et gigantesques comme ça. Je rêve d'un empilement de chaises qui serait une immense sculpture et ces chaises n'auraient pas de fond et donc on pourrait passer à l'intérieur comme dans un labyrinthe. À ce moment-là, on serait délivré du carcan des sociétés fonctionnalistes et on pourrait vraiment voler dans le ciel. Merci bien pour ce premier entretien. Une autre sur la vidéo suivra. Merci bien. Merci à toi, Iner. Merci.